député de la circonscription qui a fait l'honneur de nous accueillir, d'être avec nous. Donc, Monsieur Coquerel, s'il vous plaît. Car nous avons besoin de toute la gauche, en effet, pour les combats qui sont les nôtres. Et dans ces combats aujourd'hui, eh ben, on en parlait, clin d'œil à nos amis de Montpellier, contre la répression policière, contre cette répression d'État qui est inacceptable, insupportable, et contre lesquelles, évidemment, nous sommes mobilisés. Et quelle meilleure façon que d'en parler au-delà de nos actions juridiques qui sont menées avec Arié, avec le service juridique, c'est tout simplement de donner la parole à ces citoyennes et ces citoyens qui sont victimes justement de cet autoritarisme, de ces violences décidées par le ministre de l'Intérieur qui choisit les armes plutôt que de choisir le dialogue, de parler avec celles et ceux qui manifestent dans la rue, qui témoignent simplement d'une volonté d'exprimer des revendications sociales et auxquelles on ne s'est donné que des balles ou qu'on ne s'est donné que des coups. La parole est pour cela à accueillir donc Jérôme Rodriguez et je lui passe tout de suite la parole en le remerciant de sa présence. Merci de m'accueillir. Merci à Arié de m'avoir proposé de venir et au président et à vous tous de m'accueillir. Alors je sais pas, j'ai pas pour habitude de discuter, enfin du moins de parler devant autant de gens. J'espère que ce que je vais dire ça va être intéressant et ça peut vous intéresser. Donc si j'ai bien compris, le thème de l'après-midi c'est la violence policière et à mes dépens et malheureusement je fais partie des victimes de celle-ci, de cette violence policière aujourd'hui, au même titre que mes 24 autres copains qui ont eux aussi perdu un œil, au même titre que mes 5 autres copains qui ont perdu eux une main, et au même titre que les milliers de blessés qui eux ont aussi un problème, et à toutes les personnes qui sont décédées aussi pendant le mouvement, dont une qu'on peut imputer directement aussi à la mauvaise gestion de la part des forces de police, Madame Ziad Bouna, qui malheureusement est décédée pendant le mouvement. Alors que vous dire, ma façon de penser les choses aujourd'hui, elle est la suivante. J'ai 40 ans, j'ai été élevé, en tout cas au sein d'une famille où on a certaines valeurs, certains respects. Je vais être honnête avec vous, je l'ai rarement dit, en tout cas publiquement. J'ai eu la chance d'être élevé d'une partie d'une famille qui était très active dans le milieu communiste. J'ai un oncle qui a été longtemps fait partie de l'Humanité Dimanche, donc j'ai été élevé de cette façon-là, en tout cas côté français. Mais côté portugais, j'ai aussi une famille très catholique. Et quand on sait un petit peu les relations qu'il peut y avoir entre catholiques et communistes, mais j'ai toujours été élevé à titre familial dans le respect des uns et des autres, des valeurs et des idées des uns et des autres. Et ça a toujours été, en tout cas, le centre des choses dans laquelle j'ai été élevé. Ensuite, il y a l'éducation, je parle d'éducation scolaire, où là on vous apprend des valeurs républicaines. On vous apprend, à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, on avait des cours d'éducation civique qui étaient dispensés par un prof d'histoire géo à l'époque, et qui nous apprenait certaines valeurs, celles des droits qu'on peut avoir en France, mais qui dit droit dit aussi devoir, on avait ça. On nous apprenait aussi les valeurs de liberté, égalité, fraternité, tout ce qui pouvait en découler, tout ce qui nous amenait à ça. On nous a aussi appris la Marseillaise pendant ces cours-là, d'ailleurs. Et on nous a surtout aussi appris qu'on est dans un pays de droit, un pays où on la considère comme la mère patrie des droits de l'homme, ou du moins de la Constitution des droits de l'homme, qu'on se devait de la respecter. On nous a aussi appris que c'est un pays où on était dans une démocratie, où on avait la liberté de parole, la liberté de manifester, la liberté de revendiquer. Et j'ai mis 40 ans à pouvoir exprimer ce droit, à pouvoir m'inscrire dans un combat, dans une lutte sociale, parce que je m'apercevais que depuis que j'ai l'âge de réfléchir, enfin peut-être pas l'âge de raison, parce que je me demande même si à notre mort on pourrait avoir l'âge de raison, mais du moins d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde autour de moi et plus particulièrement en France, de m'inscrire dans
dans ce combat, dans ce mouvement social, et de faire revendiquer ces fameux droits, justement, qu'on nous avait appris en éducation civique, c'était celui de manifester. Et voilà, on a pris la rue avec des copains, avec des gilets jaunes, avec surtout des citoyens qui portent un gilet jaune, parce que je tiens à rappeler ici que le gilet jaune, ce n'est pas une idéologie en soi, aucunement une idéologie politique ou même terroriste, comme on peut l'entendre sur certains plateaux télé pour nous diaboliser, mais c'est une métaphore, la métaphore de citoyens en détresse qui essayent d'être visibles, des citoyens sur le bord de la route qui appellent à l'aide. C'est ça l'image du gilet jaune. La revendication du citoyen, c'est celle du mieux vivre, qui s'inscrit à tout à chacun, qu'on soit riche, pauvre, de quel milieu, quel que soit on vient, on veut tous bien vivre, on veut tous mieux vivre. Donc je descends dans la rue pour ça, je descends avec des copains dans la rue pour ça. Puis au final, la seule réponse qu'on a, c'est le LBD 40. C'est la grenade qui déchiquette. C'est le LBD qui vous éborgne. Donc là, je me dis qu'il y a un problème dans notre pays. Je me dis qu'il y en a un problème dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu m'apprendre, en tout cas à l'époque. Et je me dis, où est-ce que va ce pays? Pourquoi on en arrive à là? Pourquoi aujourd'hui nous faire taire? Qu'est-ce qu'on dérange aujourd'hui quand on réclame le mieux vivre, quand on réclame banalement le morceau de pain, que de recevoir des tirs de LBD ou des grenades? Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Pourquoi on veut en arriver à là? En tout cas, je m'aperçois d'un truc aujourd'hui et je suis content qu'avec Arié et avec des gens comme vous, avec vous, Monsieur le Président, de voir des gens qui essayent de s'inscrire justement contre toute cette forme de violence, contre le LBD qu'aujourd'hui j'appelle une arme de terreur politique, parce que c'est devenu une arme de terreur politique, simplement pour nous faire taire. La chose la plus incompréhensible aujourd'hui en France, c'est qu'on a un président qui a exactement le même qu'il que moi. Pour imager un petit peu la chose, il a été biberonné au Club Dorothée. Et je pense qu'il a eu exactement les mêmes cours que moi jusqu'à un certain niveau, parce qu'on a la chance ou la volonté d'aller plus loin dans les études. Je ne comprends pas comment un mec comme ça puisse en arriver à là, de se permettre de pouvoir tirer sur le peuple, simplement pour aller au bout de ses idées, simplement pour servir ses petits camarades, sa petite corporation, et non pas servir, si légitimité il y a, ceux qui ont voté pour lui, et de les servir eux, c'est-à-dire le citoyen et le peuple. Et ça me dérange au plus haut point. La deuxième chose qui me dérange aujourd'hui dans ce pays, c'est qu'on s'aperçoit qu'au final, il n'y a aucun levier institutionnel qui permettrait aujourd'hui à des gens haut placés, ou du moins qui gouvernent ce pays, qui sont censés faire remonter la voix du citoyen, pour mettre fin aux exactions de ce président qui aujourd'hui se permet de mutiler son peuple. Et ça, c'est la chose qui me paraît la plus... Je sais pas s'il y a des leviers pour pouvoir faire ça, ou si les gars qui sont à l'Assemblée n'ont pas la possibilité de faire ça. J'ai peut-être pas les connaissances, j'ai peut-être pas les compétences pour avoir ce genre de réponse, mais il faudrait peut-être qu'à un moment donné, il y ait quand même quelques voix, les vôtres, en tous les cas, s'élèvent, mais d'autres encore plus, parce qu'on ne peut ne pas être d'accord avec les gilets jaunes, on peut ne pas être d'accord avec les revendications citoyennes que nous apportons aujourd'hui, mais qu'on soit le plus fidèle des macroniens, qu'on soit le plus fidèle de quelque politique qu'elle soit, on reste fidèle aux valeurs républicaines, qui est celle de la liberté d'expression, et qu'aujourd'hui, moi j'en appelle à tous ceux qui supportent Macron, où va la démocratie macronienne aujourd'hui? Comment vous pouvez suivre une personne comme ça? Parce que si nous, Gilets jaunes, on est complices du pire, vous êtes aujourd'hui complices d'un président éborgneur. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dans une république monarchique. Monarchie dit roi. On a toujours donné des noms au roi. D'accord? Et bien lui, si roi il est, c'est Macron l'éborgneur. Et ça restera aujourd'hui son étiquette. Voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est merci en tout cas pour le combat que vous menez. Merci de défendre les droits de l'homme, parce que ce qu'on prône aujourd'hui les Gilets jaunes, c'est principalement de redonner de la dignité à l'homme, redonner de la dignité à l'humain, d'arrêter de nous prendre pour des poches à taxes, pour nous prendre des poches à pognon, qu'on est des producteurs, qu'on fait vivre la France, qu'on fait vivre le monde, et qu'on veut vivre aussi pour ça nous-mêmes. Voilà, je vous remercie en tous les cas pour votre attention.
Pour poursuivre dans la même veine, je passe tout de suite la parole à Henri Halimi qui va justement nous présenter la deuxième personne qui va témoigner. Je pense à Madame Geneviève Leguet. Geneviève. Je présente Geneviève Leguet qui est effectivement une autre victime de ces violences policières. Vous avez dû voir d'ailleurs la vidéo. On parle de vidéo et on en voit beaucoup des vidéos. D'ailleurs, je voulais signaler et rendre hommage à David Dufresne qui a beaucoup contribué. Donc, Geneviève Leguet est une autre de ces victimes, à Nice. Elle a été bousculée par des fonctionnaires de police et elle nous envoie un petit message. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas où vous en êtes de la journée. En tous les cas, je voulais vous souhaiter un bon congrès et que surtout, il vous apporte de beaux fruits. Nous avons toutes et tous besoin d'une LDH combative. Les violences et les bavures policières inqualifiables sont niées et banalisées, notamment depuis la première action des Gilets jaunes du 17 novembre 2018. C'est inadmissible dans un état de droit. Je pense aussi à Madame Redouane, tuée à sa fenêtre à Marseille depuis décembre. Cruel événement sur lequel le gouvernement masque les faits. Je pense aussi aux 300 gilets jaunes qui ont perdu l'usage d'un œil, d'une main, d'une oreille. Tous ces faits sont d'une violence rare et injustifiable. Le pouvoir vacille et perd pied. Au lieu d'être sage et d'écouter son peuple, Macron continue à casser le service public les petites gens qui ne s'en laissent pas compter, ainsi que celles et ceux qui veulent construire une société plus juste. Pour ce qui concerne le 23 mars, la LDH de Nice écrivait dans un communiqué « Le souhait des Gilets jaunes de se rassembler place Garibaldi est parfaitement compatible avec les exigences du maintien de l'ordre. » En effet, vers 10 h ce jour-là, je me suis rendu sur cette place pour revendiquer le droit de manifester pacifiquement. À 11 h 45, la police m'a matraqué alors que je ne faisais rien de répréhensible. J'étais simplement au milieu de personnes tout aussi pacifiques et l'ambiance de ce regroupement était bon enfant. J'ai repris conscience à l'hôpital Pasteur, il était 18 h 30. Qu'est-ce qui a motivé le commissaire Chouchi, le préfet, aux ordres de Castaner et de Macron à tant de violence? Pourquoi le procureur, Estrosi et Macron ont-ils menti durant une semaine? Pour finalement avouer qu'un policier m'a chargé et jeté à terre avec une violence inouïe. Voilà la France de Macron et ses nervis. Mes avocats, Maître Damiano et Maître Halimi, demandent que les donneurs d'ordre soient punis. Je remercie mes avocats et tous mes nombreux soutiens et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée. Ok, alors je vais probablement dire quelques mots maintenant sur les violences policières avant de voir l'une des productions de la Ligue des droits de l'homme, à savoir une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et qui présente ce que sont ces violences policières. On a d'ailleurs évoqué ce matin le mot ou la problématique de parler de ces violences. De quoi l'on parle quand on parle de ces violences policières? Est-ce qu'elles sont comparables aux violences des manifestants? Tout ça, c'est quelque chose qui doit se discuter parce que c'est pas si évident que ça. Bien sûr, on est dans la théorie politique. Les violences, l'État, selon Weber, est celui qui est détenteur du monopole de la violence légitime. Certes. Maintenant, il faut entendre ce que l'on appelle violence légitime. Est-ce que les violences qu'on a pu constater à un moment, celles que l'on constate aujourd'hui, sont les mêmes? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, on peut encore continuer à parler de bavure, c'est-à-dire ce qui dépasse, ce qui déborde à la marge? Ou est-ce que l'on doit parler aujourd'hui, compte tenu de la quantité de ces violences, de leur caractère systématique, est-ce qu'on peut parler de système de ces violences? Quel est le sens de ce système? Est-ce que l'on peut considérer qu'il y a outil de gouvernement dès lors qu'il y a un nombre aussi important de violences?
Toutes ces questions, nous on se les pose de manière théorique, on essaye d'y travailler, il y a des observatoires qui sont créés parce qu'il y a un besoin, parce que ces observatoires sont nés de ce besoin, de savoir comment ça se déroule, pourquoi est-ce que Jérôme, j'ai dû le rencontrer pour la première fois dans un hôpital, dans un service d'ophtalmologie comme beaucoup d'autres, pourquoi est-ce que j'ai dû rencontrer Geneviève Leguet dans un hôpital. Pourquoi est-ce que je passe plus de temps, ou j'ai passé plus de temps dans les hôpitaux que dans les tribunaux, alors que c'est mon lieu habituel d'exercice. Donc toutes ces questions, elles se posent à la Ligue des droits de l'homme, pour la Ligue des droits de l'homme, parce que Jérôme, Geneviève, tous ceux qui ont été mutilés, tous ceux qui sont venus, descendus dans la rue, il y en a beaucoup qui ne se sont pas exprimés et qui ont pourtant été frappés à coups de matraque, de très nombreuses victimes de coups de matraque, nombreuses personnes qui ont pris des éclats de grenades. On a des armes de guerre qui circulent et qui sont utilisées et que l'État utilise, puisque c'est bien de l'État dont il est question. C'est l'État qui donne aux forces de l'ordre, du maintien de l'ordre, d'utiliser ce type d'armes, des armes de guerre, contre les civils. Et ça interroge, pour terminer, l'une des questions fondamentales que nous essayons à la Ligue des droits de l'homme de protéger, c'est celui de cette expression collective, celui de descendre dans la rue, celui de manifester, qui nous a d'ailleurs amené à manifester pour protéger le droit de manifestation cette année. C'est quand même assez paradoxal. C'est ce qu'ils ont vécu, eux, les Gilets jaunes, et ce que vivront d'autres personnes. En descendant dans la rue, en manifestant, ils se sont vus confrontés à cette impossibilité de manifester. Parce qu'aujourd'hui, on a des gaz qui sont balancés de manière totalement incroyable, et on l'a vu le 1er mai où même le cortège syndical a été immédiatement asphyxié par ces gaz. C'est-à-dire que le droit de manifester est en question, est en jeu, et on est en train de le perdre. Donc ils sont là, Jérôme, Geneviève, Sébastien, et d'autres encore que je ne citerai pas, qui portent sur leur corps et dans leur chair ce droit de manifester qu'ils protègent et qui est au cœur aussi de nos préoccupations. Donc maintenant peut-être qu'on peut voir une vidéo qui est assez violente, mais voilà, il faut le dire. Il a visé la tête, oh! Hey, il a visé la tête! Oh, c'est malade! Monte ta gueule, j'ai fumé. Oh, tu l'as niqué! Il a visé la tête, oh! C'est la presse! C'est la on peut plus, on sort de là, on sort de là. Oh le bâtard! Ah, il m'a chopé là. Ah, c'est long, mais là, il est juste. Il m'a chopé. Oh, l'enculé. Ah, enchanté le bâtard. La presse!
Attention, attention, pas bon. Je vais commencer par donner la parole à Pierre-Antoine Cazot, qui est membre d'Observatoire des libertés publiques et des violences policières. Il a coordonné l'Observatoire de Bordeaux et il contribue à la création de l'Observatoire de Paris. Et donc il va dire quelques mots. C'est encore une fois une expérience qui se développe au sein de la Ligue, puisque d'ailleurs nous avons du matériel pour cela, ainsi qu'un moment de formation le 29 juin toute la journée. Merci, je vais être très court. Nous avons eu une réunion inter-observatoire tout à l'heure, enfin il y a eu 2 réunions inter-observatoires, et nous voulions faire part d'une nouvelle qui nous paraît extrêmement grave et qui mérite toute l'attention de la Ligue des droits de l'homme, qui est la situation actuelle d'une de nos camarades ligueuses, qui est Camille Allu. Camille Allu, elle a 23 ans, elle est observatrice à Montpellier, et le 29 avril dernier, elle a été convoquée pour une audition libre, suite à laquelle elle a été placée en garde à vue, et pour laquelle elle va passer en procès le 1er octobre pour pour délit d'entrave à la circulation, pour lequel elle risque 1 500 € d'amende. Alors on peut se dire que ce n'est pas de la prison, mais quand même. Et il faut savoir aussi qu'elle a été choisie. Pourquoi elle et pas d'autres? Parce que d'autres étaient présents le jour pour les faits qu'on lui reproche. C'est une militante qui est clairement identifiée là-bas. C'est elle qui a identifié un policier qui, notamment, a blessé au visage Axel, au LBD 40. Elle a fait de très nombreuses prises de vue et elle a, à cet égard, contribué grandement aux rapports qui ont été faits par Montpellier. Elle a été matraquée et pour cette raison, elle a déposé plainte au pénal. Et donc, si aujourd'hui elle est sous le coup d'un procès, c'est bien parce qu'elle a été choisie comme telle. Elle est, comme d'autres l'ont été, on pense à Martine Landry, à Amnesty International, poursuivie pour son action militante. Évidemment, des gens qui se font poursuivre, il y en a plein, et les gens de la Ligue ne sont pas différents des autres du point de vue de leurs droits. Néanmoins, quand même, il y a une chose, c'est un procès bâillon, c'est clairement pour nous faire taire, mais c'est aussi un ballon d'essai pour voir comment nous allons réagir. À cet égard, il faut savoir que ce qui est en cause, au-delà de la situation de personnel de Camille, et pour laquelle nous sommes évidemment toutes et tous mobilisés, et pour laquelle nous la soutenons pleinement, c'est que derrière, c'est le droit de défendre les droits qui est en cause. Et c'est celui-là qu'on est en train de mettre en procès. Et c'est pour ça que je pense qu'il nous a paru très important de dire que nous devions être mobilisés, solidaires, et nous devions faire bloc contre ce procès. Nous allons donc avoir différents échanges là-dessus. Il y aura une journée de formation et d'échange le 29 juin inter-observatoire. Ce ne sera pas forcément l'occasion de parler de ça, mais nous avons considéré qu'il serait nécessaire de faire des assises des observatoires éventuellement une semaine avant le procès de Camille, et il faudra absolument que nous soyons présents à son procès pour la défendre, elle, et pourquoi elle se défend.